Pourquoi Ella Summer refuse-t-elle encore de regarder cet épisode? Elle l'a filmé 1967 et la Summer est née Elka Schletz le 5 novembre 1940 à Berlin, Allemagne, de baron Peter von Schletz, un pasteur luthérien, et de son épouse Renata Entop. La position de son père dans l'église luthérienne a donné à la famille un ancrage dans la tradition et la foi. Sa mère était connue pour sa chaleur et sa force, des qualités qui, selon Ella, l'ont aidé à surmonter les nombreuses transitions et bouleversements de sa vie. Les circonstances de ses premières années ont été façonnées par les turbulences de la Jungfrau de la Seconde Guerre mondiale, 1942, alors que la guerre faisait rage et que Berlin devenait de plus dangereuse raison des bombardements alliés. Sa famille, comme beaucoup d'autres, a été évacuée vers la campagne. Ils se sont réinstallés à Neandorf, un petit village près d'Erlangen, qui était lui-même une modeste ville universitaire de Franconie, Bavière. Ce déménagement a non seulement épargné à la famille la destruction de Berlin, mais a également placé la jeune Ella dans un environnement rural plus provincial où elle a découvert les rythmes plus paisibles de la vie villageoise, loin de la ville qu'elle avait connue. 1950, Ella était assez âgée pour fréquenter un gymnasium, l'équivalent allemand d'une école secondaire préparatoire à l'université rigoureuse. Elle était décrite comme une élève brillante et assidue, excellant dans les matières qui exigeaient des compétences verbales et de la créativité. Les langues lui venaient naturellement et elle allait plus tard mettre ce don à profit dans sa carrière, jouant dans des films à travers l'Europe et les États-Unis. Cependant, les matières comme les mathématiques et les sciences ne l'attiraient pas. Et elle avait souvent des difficultés dans ces domaines. La perte précoce de son père a ajouté une autre difficulté à son adolescence. Lorsque le baron Peter von Schletz est décédé, Ella n'avait que 14 ans et sa mort a profondément marqué son sens des responsabilités et de l'indépendance. Sa mère, Ranata, est devenue la figure centrale de sa vie, encourageant les forces de sa fille et lui permettant de suivre une voie non conventionnelle. Reconnaissant que les talents d'Elka n'étaient pas mis valeur par des études universitaires rigides, Ranata a permis à sa fille de quitter le gymnasium 1957, un an seulement après avoir terminé ses études secondaires. Cette décision a été capitale, libérant Ella pour explorer de nouvelles opportunités dehors de l'enseignement traditionnel. Au printemps 1957, à seulement 16 ans, Ella s'est lancée dans une aventure qui allait changer sa vie. Elle a déménagé à Londres pour travailler comme fille au pair. Elle était employée par la famille de Vicky Michel, qui allait devenir une actrice britannique bien connue. L'expérience a été formatrice à plusieurs égards. Elle a non seulement aidé à s'occuper des enfants Michel, mais elle s'est également immergée dans la culture anglaise, suivant des cours de langue 3 fois par semaine pour renforcer sa maîtrise. C'était la toute première fois qu'elle vivait à l'étranger, loin de sa mère et du confort familier de la maison. Bien qu'elle ait souvent eu le mal du pays et se soit sentie seule, l'expérience a finalement renforcé sa résilience, élargi ses horizons et lui a donné un sentiment d'indépendance qui lui serait utile dans l'industrie du divertissement. Son entrée dans le monde du théâtre a suivi de près. Et à la fin des années 1950 et au début des années 1960, Ella Summer était devenue l'un des nouveaux visages les plus prometteurs d'Europe à l'écran. Au cours de sa carrière, elle a participé à un nombre impressionnant de 99 productions cinématographiques et télévisuelles entre 1959 et 2005. Les années 1960 ont été son âge d'or, une décennie au cours de laquelle elle a constamment été choisie comme première dame glamour aux côtés de certaines des stars masculines les plus respectées d'Hollywood. Parmi ses films les plus mémorables, citons The Prize, Le Prix, 1963, où elle a tenu tête à Paul Newman et Edward G. Robinson. Dans la comédie de Blake Edwards, A Shot in the Dark, 1964, elle est apparue aux côtés de Peter Sears dans l'un des épisodes classiques de la série La Panthère Rose, affichant un charme et un sens du timing comique qui ont ravi le public. Elle a poursuivi sur sa lancée avec des films comme The Art of Love, 1965, dans lequel elle a joué aux côtés de James Garner et Dick Van Dyke,
et The Oscar 1966, un drame hollywoodien mettant en vedette Stephen Boyd. La même année, elle a prouvé sa polyvalence dans la comédie avec Bob Hope, dans Boy, Did I Get a Wrong Number 1966, avant de s'aventurer dans des thrillers d'aventure tels que Deadlier Than the Mail 1966, inspiré par Bulldog Drummond. Plus tard dans la décennie, elle est apparue dans The Wrecking Crew 1968, une parodie d'espionnage avec Dean Martin et Sharon Tate, et la comédie excentrique sur la guerre froide The Wicked Dreams of Paula Schultz 1968. Chacun de ces films a mis valeur sa présence à l'écran et l'a établie comme une actrice de premier plan de la décennie. Son statut de star a été encore renforcé 1964 lorsqu'elle a remporté le Golden Globe de la révélation féminine la plus prometteuse pour sa performance dans The Prize. Cette reconnaissance l'a fermement placée sur la carte d'Hollywood, la validant non pas comme une simple beauté européenne, mais comme un véritable talent avec une capacité de durer. Au-delà des films, Ellie était également une figure appréciée de la télévision américaine. Elle est apparue fréquemment dans le Dean Martin Show, où elle a non seulement joué dans des sketchs comiques, mais a également démontré ses talents de chanteuse. Sa personnalité vivante la rendait naturellement apte aux émissions de variété et elle était souvent invitée à participer aux célèbres émissions spéciales de Bob Hope entre 1971 et 1980. Elle a également fait 10 apparitions au Tonight Show, animé par Johnny Carson, où son esprit et son charme ont fait une invitée mémorable. De plus, elle était une panéliste régulière de l'émission de jeux Hollywood Squares pendant le mandat de Peter Marshall tant qu'animateur. Ses apparitions ont élargi sa portée au-delà du public du cinéma et ont fait d'elle un nom familier à travers les États-Unis. Au cours des années 1970, la carrière d'Ella Summer a continué de s'épanouir, particulier Europe. Elle est apparue dans une variété de genres, des thrillers aux comédies, passant par les films d'horreur. L'une de ses performances les plus remarquables de la décennie est survenue dans Zeppelin 1971, un thriller de guerre dans lequel elle a joué aux côtés de Michael York. En 1962, elle s'est aventurée dans le cinéma italien avec 2 films d'horreur réalisés par le légendaire Mario Bava, Baron Blood et Lisa and the Devil. Bien que ce dernier film ait été remonté et sorti en 1975 sous le titre House of Exorcism contre la volonté de Baba, la performance obsédante d'Elkie est restée l'un de ses éléments les plus captivants. Elle a également marqué le cinéma britannique lorsque le producteur Peter Rogers l'a choisie pour Carry On Behind 1975, où elle a joué le rôle du professeur Vushka, une archéologue russe. Sa participation au film a été remarquable non seulement pour sa performance comique, mais aussi parce qu'elle est devenue la co-interprète la mieux payée de la franchise Carry On, gagnant 30 000 plala pour son rôle, une somme qu'elle a partagée à titre d'honneur avec le comédien américain Phil Silvers. Du milieu à la fin des années 1970, Ella s'est de plus concentrée sur les productions européennes, alors qu'Hollywood se tournait vers de nouvelles tendances et de jeunes stars. Son dernier grand projet hollywoodien de la décennie a été The Prisoner of Zenda, 1979, un remake comique qui l'a réuni avec Peter Sears. Après cela, elle s'est éloignée des grands rôles hollywoodiens, consacrant davantage de son énergie à la peinture et aux arts visuels, une passion qu'elle nourrissait depuis longtemps parallèlement à sa carrière d'actrice. 1964, Ella Summer a contracté son premier mariage avec le chroniqueur hollywoodien Joe Ames, 1923 à 2008. Ames était déjà une figure établie dans l'industrie du divertissement, connu pour son travail de journaliste et d'auteur ainsi que pour ses liens étroits avec de nombreuses stars les plus célèbres d'Hollywood. Il s'était forgé une réputation pour ses interviews perspicaces et ses reportages coulisses, ce qui lui donnait une position unique dans le monde glamour mais souvent protégé du cinéma américain. Au moment de leur mariage, Ames avait 17 ans de plus que Summer, un fait qui a attiré l'attention de la presse et du public. Les deux ont choisi Las Vegas comme lieu de mariage, un endroit de plus populaire auprès des célébrités dans les années 1960, connu pour son mélange de paillettes, de spontanéité et d'un sentiment d'aventure. Leur union
bien qu'inattendue pour certains, symbolisait la fusion de deux mondes. Summer, la star montante du cinéma d'origine allemande, qui s'est fait remarquer à Hollywood grâce à sa beauté, son talent et son charisme, et Himes, l'initié hollywoodien chevronné qui avait longtemps observé et écrit sur l'industrie qu'elle était train de conquérir. Malgré l'attrait et le glamour leur entouraient leur mariage, leur relation a finalement pris fin. Les exigences d'Hollywood, les défis de la différence d'âge et peut-être des modes de vie différents ont contribué à l'effritement progressif de leur lien. Après leur divorce, Summer s'est concentrée sur sa carrière d'actrice, qui a continué à s'épanouir à l'échelle internationale, et elle a également commencé à cultiver sa deuxième grande passion, la peinture, qui lui a offert une forme d'expression personnelle au-delà de l'objectif de la caméra. La vie après sa séparation d'avec Himes lui a ouvert de nouvelles portes, tant sur le plan personnel que professionnel, alors qu'elle rencontrait différents cercles d'amis et de connaissances Europe et aux États-Unis. C'est au cours de cette phase ultérieure de sa vie qu'Ella Summer a rencontré l'homme qui allait devenir son deuxième mari, Wolf Walter. Contrairement à son premier mariage, cette relation s'est déroulée avec un équilibre et une harmonie différents. Walter avait 8 ans de moins que Summer, ce qui marquait un contraste frappant avec son premier mariage, et il apportait avec lui un bagage dynamique et cosmopolite. À l'époque, Walter était le directeur général de l'Essex House, un prestigieux hôtel de luxe situé à New York, ce qui le plaçait au centre d'une vie sociale et culturelle sophistiquée. Son poste dans l'industrie hôtelière impliquait qu'il était constamment en contact avec des clients de haut niveau, des artistes et des chefs d'entreprise, ce qui complétait naturellement la célébrité internationale de Summer. Ensemble, ils partageaient non seulement un lien personnel, mais aussi une appréciation mutuelle de l'art, de la culture et de l'élégance. Leur histoire d'amour a abouti à un mariage le 29 août 1993, lorsqu'ils ont échangé leurs vœux Franconie, une région de Bavière, Allemagne, qui revêtait une signification particulière pour Summer, tant que partie de sa patrie. Le choix de la Franconie comme lieu de mariage a souligné ses liens durables avec ses racines allemandes, même après des décennies de célébrité internationale. Au moment de ce deuxième mariage, Summer n'était plus seulement la jeune starlette qui avait captivé Hollywood dans les années 1960. Elle était une actrice chevronnée, une peintre dont les œuvres avaient été exposées dans le monde entier, et une femme qui avait surmonté les hauts et les bas de la célébrité. Son mariage avec Walter lui a apporté un sentiment de stabilité et de partenariat, qui contrastait avec la nature tourbillonnante de son premier mariage à Hollywood. L'union du couple, durable et enracinée dans le respect mutuel, est devenue l'un des piliers centraux de la vie ultérieure de Summer, lui donnant une base de compagnie alors qu'elle poursuivait ses activités artistiques bien au-delà des décennies suivantes. 1967, Ella Summer est apparue dans le thriller d'espionnage Deadlier Than the Mail, un film qui faisait partie de la vague de films d'action et d'aventure inspirés de James Bond, met en scène des agents secrets élégants, des femmes glamour et des intrigues à enjeux élevés. Bien que le film soit depuis devenu une sorte de classique culte, Summer elle-même a admis dans des interviews qu'elle n'a jamais été capable de s'asseoir et de regarder sa performance jusqu'au bout. C'est l'un de ces projets qui, même s'il m'a ouvert des portes à Hollywood et Europe, je ne peux pas me résoudre à le revoir, a-t-elle expliqué un jour. L'actrice a déclaré que malgré la nature élégante de la production, le film représente un chapitre très personnel et difficile de sa carrière. Summer se souvient que le plateau de Deadlier Than the Mail était rempli de tensions, partie à cause des grandes attentes placées sur le film pour rivaliser avec la franchise James Bond. Tout le monde voulait que ce soit la prochaine grande chose, le prochain Bond, et cette pression a déteint sur les acteurs, a-t-elle révélé. Le poids de ces attentes, combiné à un calendrier de production parfois chaotique, l'a laissé épuisé et déconnecté du produit final. Pour Summer, l'expérience était moins une question d'expression artistique qu'une question d'endurer de longues journées, des tournages épuisants sur place et la pression d'être typée dans des rôles de femmes fatales, glamour mais dangereuses. Une autre raison pour laquelle elle évite le film est la façon dont il a cimenté une image publique
avec laquelle elle a lutté pendant une grande partie de sa carrière. J'ai toujours été perçue comme la blonde séduisante, la beauté européenne exotique, a-t-elle dit. Mais j'étais tellement plus que cela. J'avais le sens du timing comique, j'adorais le théâtre, j'adorais la peinture, et je détestais être piégé dans cette seule image. Deadlier Than the Male, avec son insistance sur la beauté et le danger, n'a fait que renforcer cette attribution de rôle. Se regardant dans ce rôle aujourd'hui, Summer a déclaré que cela ne ferait que raviver des souvenirs de frustration et de limitation plutôt que de fierté dans son métier. Il y a également eu des difficultés personnelles pendant la réalisation du film qui ont coloré son souvenir de celui-ci. Summer était déjà aux prises, prise avec les pressions de la célébrité, les exigences de voyager constamment entre l'Europe et Hollywood et la tension que cela exerçait sur sa vie privée. À l'époque, j'avais l'impression de vivre dans une valise, a-t-elle admis. Je n'ai jamais eu de racines, jamais eu de paix, et chaque nouveau rôle me donnait l'impression de prolonger cette existence agitée. Le tournage de Deadlier Than the Male n'a fait qu'accentuer ce sentiment de malaise, ce qui fait l'un des projets qu'elle a le plus de mal à évoquer avec tendresse. Malgré sa réticence à revoir le film, Summer reconnaît son importance dans sa carrière. C'est l'un des films qui l'a présenté au public international et a consolidé sa réputation de vedette dans les années 1960. Cela m'a donné de la visibilité, oui, a-t-elle concédé, mais pas de joie. Parfois, le succès et le bonheur ne vont pas de pair. Pour elle, regarder le film maintenant ne serait pas un divertissement. Ce serait un rappel d'une période de sa vie où le glamour à l'écran cachait les difficultés qu'elle rencontrait coulisses. Pour ces raisons, Ella Summer refuse toujours de regarder le film de 1967. Il appartient au passé, a-t-elle déclaré avec fermeté. Et parfois, il vaut mieux laisser le passé tranquille.